L'insupportable du discours analytique qui existe depuis que Freud a rencontré quelque chose qui existait, bien sûr, l'inconscient, mais là, s'est laissé travailler par l'inconscient de façon singulière, ce qui fait que, comme Lacan ne cesse de le dire, Freud sait, Freud savait. Voilà, on part de là. Et évidemment, tous ceux qui lisent Freud comme ça, à la philosophique ou à la... Bon, je ne citerai pas de nom, ne font qu'être pris par leur propre méprise. Parce qu'il y a un prix, justement, à payer, là, dans cette affaire. Alors, l'insupportable du discours psychanalytique, et non pas de la psychanalyse, parce que la psychanalyse, on ne sait pas trop. On peut mettre n'importe quoi là-dedans, évidemment. Donc l'insupportable du discours analytique, c'est de signifier que ce que l'on appelle habituellement l'amour, c'est ce que j'ai essayé de dire dans les séances qui précèdent, conduit à une impasse. Pourquoi ? Parce que l'amour est considéré comme, j'ai essayé de le définir là dans cette tentative de capture de l'image, ce qu'on appelle réelle, là, à l'image virtuelle. L'amour conduit finalement au fait que, comme le dit le commandement là, de Dieu, là, il n'est pas possible d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pour ça qu'on le commande, évidemment. Bien sûr, c'est toujours comme ça que ça marche. Hein. Bon. Donc, nous en arrivons à cet insupportable qui actuellement traîne un peu partout, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça ne changera rien, parce que les psychanalystes n'ont rien à prouver, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les bases de la psychanalyse, la référence de la psychanalyse, c'est ce qu'on appelle la structure, c'est pas de la psychologie, c'est pas quelque chose comme ça. Non. Je vais en dire un mot. Donc, il y a donc cet insupport là. Le support, c'était cet insupportable là, pour les autres, évidemment. Hein. Et il y a quelque chose là-dedans, évidemment, d'une sorte de jalouissance, comme dit Lacan. Il y a le mot jouissance qui apparaît là, hein. La jalousie, quelque chose. Bon. Et puis alors, l'autre insupportable, évidemment, c'est quoi ? C'est que chaque être parlant, chacun d'entre nous, se perd dans ce qu'on appelle la sexualité. Et Lacan a été amené à partir de là, évidemment, parce que c'est quelque chose qu'il trouve chez Freud. Ça ne veut pas dire que Freud l'a dit, puisque Freud, il est resté comme ça sur une question à propos du féminin, le continent noir. Au moins, il formule la question. Voilà, il sait et l'enseignement de Lacan va partir de là, hein, essentiellement. C'est pour ça que j'ai pensé qu'avec Lacan, aujourd'hui, on pouvait aller à l'opéra. L'opéra n'est pas loin d'ici, l'opéra Bastille. Et c'est quelque chose, je vais en dire un mot comme ça, c'est quelque chose qui m'a touché un jour. Touché un mot, c'est ce que je veux dire. Bon. Alors donc l'autre insupportable, c'est ça, c'est qu'on se perd dans l'histoire du sexe. Voilà. Ah oui, la sexualité. Quand on écoute ce qui est raconté, notamment aujourd'hui sur cette affaire-là, on ne parle que de ça. Le harcèlement, le MeToo, on parle de ça, enfin, tout le temps. Donc ça intéresse beaucoup les gens, si on en parle. Hein. Mais peut-être pas tout à fait comme il faudrait. Parce que justement, la jouissance qu'il faut, eh bien oui, c'est celle qu'il ne faut pas. Voilà le paradoxe. Voilà la ligne de Möbius, voilà la bande de Möbius dont on va parler là, quand on regarde le fait que finalement il n'y a pas d'opposition entre le vrai et le faux, entre toute la bipolarité là. Tout ça c'est une façon de se cacher, de se masquer, ce qu'il en est, la pensée. Avec quoi on pense ? Oh, les neurosciences, ils vont dire on pense avec ses neurones, c'est ça, c'est pas sûr du tout. C'est même pas ça du tout.
On pense à partir du langage. Il n'y a pas de pensée qui ne soit pas structurée à partir du langage. Comme le langage. Lacan racontait ça entre autres, dans une interview qu'il a donnée en 73, je crois, 74, à France Culture. Alors les penseurs, vous voyez, les penseurs évidemment, ils se débinent parce que c'est trop simple. Hein. Évidemment, les penseurs, ils font des enquêtes, hein. Puis, notamment, on sait, dans ce pays, là où les neurosciences règnent, là, depuis toujours. Hein. Freud, quand il est allé en 1910, il a dit « je vous apportais la peste ». C'était le message inversé. C'était eux qui avaient la peste, évidemment. Hein. Donc ils essaient de nous rendre pesteux. Hein. Eh bien, les neurosciences, là-bas, hein, évidemment, ils n'arrêtent pas de se donner des trucs, des machins, là, pour essayer de penser. Penser cette histoire de la sexualité, ben oui, comme si ça pouvait se penser. Hein. Il suffit que chacun fasse un peu référence à sa vie, hein, ce que Freud appelle la psychopathologie quotidienne, pour se rendre compte que ça ne marche pas du tout comme ça entre un homme et une femme. Prenons les choses les plus habituelles. Hein. Et que finalement, finalement, là, je souscris un peu à ce que dit Lacan, la femme, finalement, elle n'a plus qu'à se constituer comme un symptôme de l'homme, hein, ce qui fait dire que finalement, l'homme que je suis peut dire, mon symptôme, c'est la femme que je ne suis pas. C'est la femme que je ne suis pas, voilà. Alors vous voyez que ça ne marche pas du tout dans l'harmonie, l'affaire, là. On est complètement en dehors du truc, là. Bon. Puis la femme, elle fait comme elle peut avec tout ça, parce que finalement, parce que la femme, elle est arrangeante. Elle essaie de faire ce qu'elle peut pour que son homme, mon homme, il arrive un peu à se situer quelque part. Elles sont arrangeantes. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas folles du tout, parce que l'homme, il est du côté du tout. Voilà, du tout. Bon, on reviendra un peu là-dessus, là, je balance quelques trucs, là, puis on reviendra. Donc cette histoire de sexualité, ça fait conduire un jour Lacan, là, toujours dans les mêmes années, là, 72, 71, 72, à émettre quelque chose, là. Ah, Dieu sait si on en a parlé de cette affaire-là. Il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà. Alors évidemment, on part tout de suite dans l'imaginaire dans cette affaire-là. On dit un peu n'importe quoi, évidemment, parce que chacun pense à ses trucs, hein, ses machins. Là. Un rapport, c'est quoi ? C'est un écrit. Voilà. C'est un écrit, un rapport. Voilà. Il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas d'écrit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de l'écrire. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais il y a quelque chose que je voudrais essayer d'ouvrir. C'est ce champ-là, par suite de cette ambiguïté, homme-femme. Évidemment, il faut sortir de la bannière sous laquelle on a été mis comme homme et comme femme, parce que là, il faut sortir du sexe ratio, comme on dit, hein. Savoir tant d'hommes, tant de femmes, hein. Ce qui est à peu près curieux, c'est quand même c'est quand même bizarre cette affaire-là. Hein, ça. On peut rien contrôler, et pourtant c'est à peu près pareil. Hein, non. Bon. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses là qui sont pas simples, qui nous intéressent toujours, chacun d'entre nous là. Hein. Et dans notre vie quotidienne, pourrait-on dire, notre vie quotidienne qui est pas facile, qui est pas simple. Hein. Alors, si je parle de ça aujourd'hui, c'est pas pour faire des commentaires là-dessus. Hein, je vais en faire suffisamment en citant les uns les autres, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire un discours pseudo-scientifique, maintenant on en est là, hein, un discours pseudo-scientifique, alors évidemment tout ça, ça vient d'expériences qu'on a faites là, sur des agneaux, là, devant des souris, entre autres, hein, et puis il y a quelque chose qui nous pousse à ça, parce que finalement, pour qu'il y en ait tant qui soient dans les poubelles le matin, quand même, on devrait un petit peu faire attention à tout ça. Hein. Bon. Et puis alors, on a travaillé avec des ordinateurs, hein, bien sûr, on a fait des images, hein, qu'on est allé chercher un peu partout, là, dans le cerveau, ce qui pourrait se passer. Donc on en a déduit, finalement, que ce qui comptait, c'est ce qu'on appelle l'éthologie. Hein. L'éthologie, c'était les expériences, et puis ça l'est toujours, c'est l'animal. Hein. Seulement autrefois, on faisait des expériences, maintenant on fait des calculs. C'est pas tout à fait pareil. Alors les souris, quand même, elles sont quand même traumatisées. Hein. Donc
se demander un peu ce que ça vaut. Enfin bref, on en a déduit toutes sortes de choses, comme ça, la sexualité, il y a l'ocytocine, là. Tomber amoureux, c'est l'ocytocine. Bon. C'est la tocine quelque chose. Hein. Bon. Et puis d'autres choses, bon. Enfin, ça occupe pendant ce temps-là. Mais, si on veut être un petit peu sérieux, ce que nous apprend l'expérience personnelle qu'on a pu avoir, sa vie quotidienne, bien sûr, l'expérience qu'on a pu rencontrer comme ça, dans une pratique, pas n'importe laquelle, la pratique analytique, eh bien, c'est qu'effectivement, l'être parlant, qu'il soit sous la bannière homme ou sous la bannière femme, il se perd. Il y a une perte. Et c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il se perd. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas. C'est qu'est-ce qui est en jeu du côté de la jouissance dans cette perte. Ce que Lacan, évidemment, a essayé d'écrire à sa façon du côté d'un impossible. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Hein. Bon. On apprend un peu sur un divan. Hein. C'est pour ça qu'ils sont si acharnés, les autres. Hein. J'ai eu récemment des trucs. Là. Voir un petit plat à Louvain, là. Mon Dieu, acharnement. Hein. Ouais. Ce qu'il peut raconter. Eh bien, je ne veux pas le nommer, je préfère l'appeler comme ça un type, c'est mieux. Eh bien, comme je le disais la dernière fois, là, en référence à la clinique, hein, aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas, c'est pas donner ce qu'on a. Parce que si on donne ce qu'on a, eh bien, ma foi, il n'y a pas de manque, on ne peut pas donner de manque. Et du coup, finalement, on va se rendre compte, évidemment, surtout si c'est un être cher, on va se rendre compte au bout d'un certain temps, finalement, oui. C'est pas qu'on l'a manqué, c'est il sera toujours manqué. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Bon. Alors, si aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas, et qu'on rajoute à quelqu'un même qui n'en veut pas, c'est ça qui se passe dans le transfert. Bon, je ne vais pas revenir sur Platon, sur le banquet de Platon et tout ça, là, j'en ai parlé. Hein. Ça a servi à Lacan, à certains moments de son enseignement, à faire parler cette métaphore, cette signification de l'amour, ce passage de l'éroménos, ça c'est du grec, à l'érastès, hein, c'est-à-dire de l'aimer, on va dire à l'aimant, hein, c'est-à-dire au désirant. Hein. Bon, c'est ça qui se passe dans la dynamique du transfert. Tout ceci se fait, bon, je rappelle rapidement, à partir de ce qui est décrit dans ce discours de Platon. Hein. C'est intéressant, pourquoi? Et justement, c'est parler. C'est un endroit où on parle. Hein. Et ça a été rapporté sur 2 ou 3 générations en parlant. Hein. Il n'y a pas d'écriture de ça, au moment où ça a lieu. Platon, après, évidemment, va écrire. Hein. Il y a un moment où il a lieu, le discours, le banquet, c'est quelque chose qui est parlé, qui va être transmis par la parole. Alors, vous voyez, l'intérêt de la parole, c'est quoi? Bon, je vais faire un petit truc sur les ordinateurs, rien contre, après tout. Hein. Mais c'est que c'est en parlant. Le fait de parler met en place une structure. Et je vais rajouter, parce que c'est mon expérience, le fait de chanter, non seulement rend compte de la vérité qui est dans cette structure, mais peut-être, c'est ça qui va être l'intérêt de plusieurs séances de séminaire, là, l'intérêt de l'opéra, ça va être justement, peut-être de pouvoir dire quelque chose à partir de la voix qui chante. L'opéra, donc, ce que je retiens de l'opéra, parce que je suis chanteur d'opéra, je suis ténor dramatique, c'est la voix qui chante. Et alors il y a à nouveau quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que l'opéra, je vais en dire un mot, l'opéra, bon, on pourrait déjà en voir quelque chose là, en 535 avant Jésus-Christ, là, Thespis. On est en Grèce antique, évidemment, à ce moment-là. Il y a du religieux. Le religieux, ça tourne autour de Dionysos. Dionysos, 2 fois né. Un dieu qui est très particulier parce que son père est Zeus, donc il a à voir avec l'Olympe. Puis sa mère est terrienne, Sémélé.
Donc il est partout. Ubiquitaire. Et deuxième chose, c'est que c'est les femmes qui entendent son appel. Donc on voit déjà quelque chose là. Déjà quelque chose qui différencie là. Ce qui pourrait être une complémentarité entre l'homme et la femme. Et donc, si vous lisez les Bacchantes, vous allez voir un peu ce qui va se passer, ce que ça donne. Hein. Bon. C'est lui qui ne croit pas en l'appel de Dionysos, hein, du Bacchante d'Euripide. Et puis alors, bon, donc on peut partir de là. Pourquoi c'est important de partir de là? C'est qu'à un moment, donc en 535, je crois, 545 avant Jésus-Christ, alors on pourrait dire Thespis, un dème qui est à côté d'Athènes. On dit qu'il a eu l'idée. Moi, je ne sais pas s'il a eu l'idée, on n'en sait rien du tout. Puis chacun l'interprète à sa façon. Mais il a fait quelque chose qui est une sorte d'interprétation, hein, interprétation qui n'est pas sans intérêt, avec le réel qui est en jeu dans l'interprétation. Alors qu'il y a comme ça un chœur chantant et dansant qui danse autour de l'autel de Dionysos. À un moment, il soustrait à ce chœur qui est unien, il soustrait un des membres, qui va s'appeler en grec Hippocrates, le répondant, c'est-à-dire l'acteur. La naissance de l'acteur, c'est ça. C'est d'être soustrait au chœur qui chante à l'unisson. Voilà. Et alors, bien sûr, à partir de là, va naître la tragédie grecque, c'est-à-dire qu'il y aura un héros qui sera responsable de tout. Toutes les fautes seront sur lui, et le chœur va sans cesse lui demander des comptes, en quelque sorte, et le condamner. Alors, l'opéra, bien sûr, on peut l'articuler autour de ça, bien sûr. Hein. C'est ce qu'on va faire au début du XVIIe, fin du XVe, début du XVIIe, là, à Florence, dans la Camerata de Bardi, là, quelques personnes, un petit groupe là. Ils commencent à en avoir marre de ce qui se passe dans la musique à ce moment-là. À ce moment-là, apparemment, c'est la musique polyphonique, là. Palestrina, tout ça. Et ils ont envie de revenir au pouvoir de la parole, tel qu'il pouvait être dans la tragédie grecque. Alors ça va donner ce que ça va donner, et vous savez que surtout l'apparition de l'opéra, c'est quelques années après, en 1607, c'est l'Orphée de Monteverdi. Donc, j'ai simplement une petite indication comme ça en passant, je vais revenir. Hein. Il y a donc une voix masculine qui chante Orphée. Et puis Eurydice est chantée par un castrat. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Pourquoi il n'y a pas une femme qui chante le rôle d'Eurydice? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Parce qu'un castrat, c'est pas une voix de femme. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Est-ce que ce serait quelque chose qui nous... J'interroge pour le moment, hein, qui nous conduirait autour d'une certaine jouissance. Parce qu'alors là, devant les castrats, notamment les femmes, eh ben, elles défaillaient. Il y avait une telle, on peut dire ça comme ça, je crois, il y avait une telle jouissance que, hein, un peu comme c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte, comme ce qui peut se passer à d'autres moments, dans un tableau, par exemple, hein, qu'on est pris par quelque chose, arrêté par quelque chose, c'est-à-dire qu'on est sous le regard de quelque chose, et c'est un regard qui parle, évidemment. Mais il parle dans le silence. Donc, il y a quelque chose qui apparaît, donc, à ce moment-là. Et puis alors, c'est un moment très particulier. Pourquoi? Parce que, avant, la musique, chanter, ça se passait dans une organisation qui était la structure de l'Église. L'Église chrétienne, l'Église catholique. Et qui avait posé des interdictions, notamment concernant le fait que ce qui était important, c'était que soit chanté ce qui va apparaître très rapidement, ce qu'on appelle la voix de l'ange. Hein. C'est-à-dire que c'était
Il y a eu un moment, on s'est posé la question, on s'est rendu compte que ce qui avait d'intérêt, c'était les deux extrêmes, les aigus et les graves. Finalement, c'est les aigus qui sont devenus importants. Pourquoi? Pourquoi? Alors, il y a un truc là. Pourquoi? Alors, on pourrait dire, c'est parce que, bah, évidemment, les aigus, c'est plus haut. C'est plus haut, donc c'est plus beau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais c'est quand on chante dans les aigus, on apprend à chanter dans les aigus. Il y a un truc, il faut arriver à acquérir. C'est-à-dire qu'on devient un peu animal. Il faut arriver à ce que les occlusives qui forment les consonnes, pour faire une occlusive, il faut que le canal se ferme. Donc il n'y a plus de continuum. Il faut arriver à ce que les occlusives, finalement, dans la partie supérieure, et ben finalement, quand on chante, effectivement, les occlusives, tout au-dessus, les occlusives quasiment ne marchent plus. Autrement dit, les consonnes, ben, il n'y en a pas beaucoup, et donc on n'est plus dans l'histoire du sens et de la parole. Hein? Alors, c'est ce qui fait dire à Lacan en décembre 1961, ma chienne, eh ben, elle chante. Voilà. Dans la mesure où, effectivement, bah, le chien, il n'a pas la possibilité de produire ça, hein. Eh bien, ma chienne, elle chante. Voilà. Et alors, on peut quand même se demander, c'est quand même pas rien, cette expérience, parce que quand je chante un contrut, si je chante, par exemple, le son A, je le pense en haut, parce que c'est comme ça que c'est plus possible de le chanter. Et paradoxalement, je chante haut et est entendu A, ou quelque chose d'avoisinant. Donc il y a quelque chose là qui est particulier, hein, dans cette histoire-là. Vous voyez que la voix lyrique, la voix qui chante spécialement dans les aigus, est quelque chose de particulier. Et cette histoire de castrat là, qui arrive, les castrats, ça arrive au 9e, 10e siècle. Hein, ça arrive du fait de la colonisation, l'envahissement du sud de l'Espagne par les Arabes. C'est les eunuques. Les eunuques arrivent, ils chantent, et puis ça plaît beaucoup. Et jusqu'au 15e siècle, ben, ça va être comme ça. Il va y avoir une jouissance particulière, c'est pas un plaisir, une jouissance particulière, ce qui fait que les princes, progressivement, hein, les princes comme ça, je dirais peut-être pas de l'Europe, mais enfin disons l'Italie, bon, ils vont faire venir alors ça va devenir après ce qu'on appelle des mozarabes, hein, donc des chanteurs mozarabes, des eunuques mozarabes. Il y a quelque chose de particulier. Hein. Donc, vous voyez, ça pose déjà la question du sexe sur un plan anatomique, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette voix-là, hein? Bon, d'une part. Et puis, ça va se développer, hein, c'est ce que je disais tout de suite, ça va se développer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la voix, là, quelque chose de très particulier. Pourquoi c'est particulier? C'est parce que ils travaillent beaucoup ça, et puis alors, ça va donner une envie aux Italiens. Les Italiens vont se mettre à faire ça. Ils vont prendre des jeunes là, qui ont une belle voix, notamment à Naples, puis on va faire cette opération de castration. Alors l'Église essaie de dire là-dessus, parce que l'Italie, notamment, c'est l'Église, et puis un peu partout, alors en France c'est pareil. Hein. Eh bien l'Église, elle n'est pas d'accord avec la castration. Ben, finalement, elle la laisse faire. Pourquoi? Oh. Parce que rien n'est plus grand pour arriver à glorifier Dieu. Voilà, c'est ça, on en est là à ce moment-là. C'est le Moyen-Âge. Puis alors, on va définir les pères de l'Église, ils sont malins, ils connaissent la musique, c'est le cas de le dire. Hein. Ils vont définir des intervalles particuliers, interdits. Il y a des intervalles qui sont possibles, et des intervalles qui sont interdits. Il y en a un notamment, ça s'appelle la quarte augmentée ou la quinte diminuée. On va appeler le diabolus in musica. Le diable dans la musique. Le triton diabolicum. Trop beau. Pourquoi? Ils sont amusés là-dessus parce qu'au Concile de Trente en 1550,
évidemment, ils ont arrêté tout ça. Parce que ils n'ont pas arrêté que ça. Hein, parce qu'ils disaient que ça rendait les femmes folles. Je pense que les hommes, évidemment, aussi, donc ça rendait les femmes folles. Alors c'est étonnant parce que quand on regarde un peu l'opéra, peut-être qui va apparaître là, alors, au 19e, 20e siècle, dans Wozzeck, par exemple, bah justement, Berg, il reprend ce triton-là pour le faire chanter. Bon, enfin voilà. Alors, on en arrive à ça. Donc, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, c'était, à ce moment-là, c'était la loi, la parole, eh ben, c'est ce qui a du sens. Il n'est pas question de louer Dieu en dehors du sens, ça c'est clair, hein, c'est net, hein. Et parce qu'il faut quand même savoir ce qu'on dit, hein. Bon, et il y a un truc là, alors, il va y avoir, bien sûr, mais ça depuis le début, hein, depuis le 2e, 3e siècle, hein, toute cette articulation, cette polémique entre ce qu'on appelle les psaumes et les hymnes. La psalmodie, c'est la prédominance de la parole. On peut chanter, à condition qu'on reste à peu près sur une octave maximum, et surtout de ne pas s'envoler. Alors, et à un moment, on a dit, bon, on peut peut-être un petit peu quand même à la fin, faire quelques petits trucs, là, des vocalises. Hein. Et puis tout ça, ça va conduire aux grégoriens. Vous savez, au 7e siècle, Grégoire, il va organiser tout ça, là. C'est les neumes dans les... oui, puis on organise toutes sortes de choses autour de ça. Et puis d'un autre côté, il y a aussi un truc, là, et alors là, c'est autre chose, hein. C'est les hymnes. Les hymnes au féminin, pas au masculin. C'est pas l'hymne, c'est pas la Marseillaise, c'est une hymne. Et notamment les hymnes ambroisiennes de Saint Ambroise, qui était une personnalité, je dirais, civile, qui a été choisie pour diriger Milan. Et c'est à son contact que Saint Augustin, je crois, Saint Augustin s'est converti. Même si c'est pas en écoutant la voix. C'était pas n'importe qui, hein. Ambroise. Je dis ça parce que c'est quand même important. Ça, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui s'adressait au pape, la Théodose, là, qui l'a fait mettre à genoux. Un peu le truc, hein. À genoux. Parce qu'il avait fait je sais plus quoi, enfin il a fait une faute par là. Pour montrer le prestige de cet homme, hein. Évêque seulement, il fait agenouiller le pape. Hein. Alors, il y a donc ça qui se passe là. Je dis tout ça parce que tout ça c'est de l'opéra finalement. L'opération. Bon. Bon. Et puis, comme ça se développe, là, pourquoi on chante, là, voilà, on ne sait pas bien pourquoi, mais de toute façon, c'est important de chanter. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puis l'Église, elle organise tout ça parce que ce qui est important, c'est de chanter dans ce cadre particulier, défini, qui est l'organisation avec des règles, des hiérarchies de l'Église. Alors, et mon Saint Paul, lui, Paul de Tarse, lui, il est passé par là, évidemment aussi. Vous savez l'importance de Paul de Tarse dans cette mise en place du christianisme. Ben, il disait d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Puis alors, les femmes, elles chantent en silence, du bout des lèvres, hein. L'abbiater, comme on dit en italien, en latin. Hein. Puis on peut chanter, mais incordibus vestris, voilà, dans vos cœurs. Là. Bon. Voilà. C'est pas parce qu'on chante dans le cœur que de toute façon ça va pas s'entendre, d'une certaine manière. C'est ça le truc. Enfin, c'était comme ça à ce moment-là. Et puis alors, il me remet autre chose, c'est que cette histoire de la musique, eh ben, je crois que c'est il y a un empereur de Chine, là, très tôt, là, Shun, 2255 avant Jésus-Christ. Parce qu'il écrit la musique prétentieuse. Donc il y a la bonne musique, puis la musique prétentieuse. Hein. Puis prétentieuse, vous voyez, c'est quand on s'envole comme ça dans les trucs. Hein. Elle est vide de sens et efféminée. Doit être condamnée. Voilà. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. 2255 avant Jésus. Alors à l'opéra, ben, il prend en charge tout ça. Voilà. Voilà. Il prend en charge tout ça. Donc il y a donc ça qui se passe au Moyen-Âge, écrit là.
Puis alors, ils vont être pris à leur propre piège, là, les pères de l'Église. Là. Parce que bon, c'était pas interdit vraiment, les femmes, qu'elles chantent. Mais quand même, c'était bon. Et puis c'était permis où? Ah ben, c'était permis évidemment dans les monastères. Quand elles s'étaient entrées, elles pouvaient chanter, pas de problème. Donc oui, la sexualité, il y a du truc là, il y a un truc là-dedans. Alors on va arriver évidemment à un moment avec du coup là, on arrive en 1607 là, Mantoue là, l'Orfeo de Monteverdi. Je disais tout à l'heure, et c'est quasiment considéré à peu près comme, je l'appelle, moi je dirais, c'est pas le commencement, c'est le début, quoi, plutôt. C'est quelque chose comme ça que c'est le début, mais particulièrement, c'est organisé. Et puis je vous ai dit avant, il y avait beaucoup de musique religieuse, hein. Ceux qui ont été dans les maîtrises, comme moi, des maîtrises de cathédrale, on a chanté Palestrina beaucoup, hein, beaucoup. Puis c'était bien, finalement. La seule chose, c'est que c'est d'harmonie, c'est essentiellement de l'harmonie, c'est pas tellement de la mélodie, ouais, de la mélodie, mais enfin c'est quand même très orchestré comme ça. Et alors, pendant tout ce temps-là, a lieu un truc qui va se passer, c'est justement, puisque l'harmonie et la mélodie apparaissent, vous savez, c'est toute cette histoire dans la musique, là, ce débat entre l'harmonie. C'est Rameau, hein. Rameau, il jouait de l'orgue, Rameau. C'est pareil, c'est un joueur d'orgue. C'est pas un chanteur. En France. Et puis Rousseau qui soutient ce qui se passe en Italie. Et il va y avoir en 1752, je ne sais plus, enfin c'est vers ces eaux-là, cette fameuse rencontre-là. Serva Padrona de Pergolèse, là, qui va, on appelle la querelle des bouffons. Opéra bouffa, hein, l'opéra il est dedans, hein, c'est ça les bouffons, l'opéra bouffa. Et finalement, bien sûr, que surtout avec les castrats, évidemment, ça n'était pas pris du coup comme ça, l'Église. Mais surtout les castrats qui étaient en permanence, qui n'étaient pas vus dans la parole, hein, évidemment. Ils étaient uniquement dans ce qu'on appelle la musique, c'est-à-dire la jouissance de la voix, et ça emportait tout, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Là. Je dis les femmes parce que je pense que c'est plus du côté des femmes. Les hommes, ils sont complètement pris dans le signifiant, ils tiennent debout, quoi, à peu près. Hein. Les femmes, comme dit Lacan, elles ne sont pas toutes. Hein. Donc elles sont plus sensibles à certaines choses, à quelque chose qui est du réel. Donc elles étaient très sensibles, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'elles étaient complètement envahies par quelque chose de cette jouissance. Moi, que je rapprocherais bien un petit peu de la jouissance autre, là, cette jouissance du corps. Bon, on viendra, je ne veux pas trop faire d'éléments théoriques maintenant, parce que le danger, ce serait de vous balader avec des machins théoriques, et puis du coup, on parle de rien. Bon. Donc, il y a quelque chose avec les castrats qui se passe, là, castrats espagnols, après c'est les castrats italiens qui vont en quelque sorte les remplacer. Hein. Et puis, alors, voilà. Là, je vais beaucoup revenir là-dessus, hein, parce que c'est pas rien. Voilà notre Wolfgang Amadeus Mozart. Voilà. Qui débarque. Avant, il y a donc eu comme ça toutes sortes de choses. Bon, Gluck, hein. En France, Gluck, là, tout ça, il soutient. Mais enfin, il n'aime pas les castrats, mais quand même, il en met. Hein. Bon, on va pas après tout. Une fois, il a fallu quand même qu'il change, je ne sais plus quel opéra, je trouve bien que c'est un Orphée aussi. Il a fallu qu'il change un peu sa partition, parce que, comme il a voulu le faire, au début c'était en Italie, je crois ça, ou en Allemagne, je ne sais plus ça, ou en Autriche, je ne sais plus ça. C'est passé, puis alors en France, quand même, il a chevalé dessus. Pourquoi? Parce que la parole en France, hein, c'est le roi. Vox populi, vox regi. Voilà, c'est comme ça. Hein. On s'est à Versailles et tout ça organisé, on a fait les choses très bien définies pour que justement on puisse voir si jamais le roi risque d'être attaqué, donc il faut qu'on voit tout. Hein. C'est clair, ça doit être les jardins, il faut que ça soit organisé. Hein. Bon, ce qui compte, c'est la parole du roi. Hein. Songez par exemple que on raconte, enfin j'étais évidemment pas là, un jour, je crois que c'est le 14, là, le 14, évidemment il se montre, hein.
Puis Racine est là. Parce que c'est pas rien, Racine. Et puis, Racine, il attend le regard de bienveillance. Et puis, il n'y en a pas. Ça a posé des gros problèmes à Racine. Des gros problèmes pour sa vie. Voilà. Bon, donc, en France, c'est organisé la parole, donc les castrats, attention, pas du tout, hein. J'en veux pas de ce qu'ils appellent les... Il y a un seul endroit où ça peut avoir lieu, c'est à la Chapelle Royale, à Versailles, c'est tout. Interdiction des castrats ailleurs, hein. Pas question. On appelle les chapons, on ne veut pas de ces chapons, là, pas de ce truc-là. Donc c'est une interdiction, évidemment, quand même, c'est gênant, parce que comment faire pour faire chanter ces mélodies aiguës, hein, c'est un vrai problème. Alors, bien sûr, les enfants, hein, il y avait les castrats après, parce que les castrats, on pourrait penser que c'est essentiellement des rôles féminins, pas du tout. La majorité des rôles des castrats, c'est des rôles masculins. Et pas n'importe quoi, des rôles importants, des empereurs, des rois. Hein. C'est quelque chose qui a vraiment une certaine consistance, hein, pour les compositeurs. Donc voilà, les choses se déroulent comme ça. Et puis alors, on arrive donc... on est en plein, on va dire, règne des castrats, là, hein. Mozart, il apparaît là-dedans, hein. 1750, 60, 70, voilà. Alors Mozart, il commence, puis à 31 ans, en 1787, de façon quand même assez extraordinaire, il lui est demandé par les Pragois, ça se passe à Prague. Pourquoi à Prague? Parce que l'année précédente a eu lieu la représentation des Noces de Figaro. Pas n'importe qui, hein, Figaro, c'était interdit, Figaro, on marchait, tout ça. Et il y avait eu avant, la première elle a eu lieu à Vienne. Viennois, c'était l'empereur, c'est pareil, c'est la parole, c'est des choses bien précises. Pas beaucoup de succès. Au bout de 10-11 représentations, il faut l'arrêter. Et à Prague, par contre, Thératnostis à Prague. Grand succès. Dès le point qu'il revient après, il vient diriger, il vient donner un concert de piano. Et ça plaît tellement à Prague qu'il lui a demandé un opéra. C'est comme ça que parce que les opéras, sur Don Juan, il y en avait, hein, c'est un peu partout. Hein. Alors on revient à nouveau là, bon, Concile de Trente, hein, Don Juan. Ça vient de là. Hein. Concile de Trente, c'est-à-dire oui, 15e siècle. Concile de Trente, ben, c'est une des conséquences de Luther. Hein. Alors, vous voyez le Concile de Trente avant Luther, puis avant Gutenberg, finalement, parce que Luther, il utilisait l'imprimerie. Hein. Bon, c'est un petit peu comme ça qu'on peut faire un peu l'histoire des choses. Hein. Bon. Pour sa diffusion. Alors, évidemment, la réforme, basta. Hein. Donc, après plusieurs essais, là, de réflexion, le pape, je ne sais plus son nom du moment, parce que ça n'a pas été facile de trouver un lieu pour le... Évidemment, au départ, c'est pas à 30. Hein. En Italie, c'est pas à 30. Et ça va durer 18 ans. Et notamment, on va examiner effectivement la musique, cette affaire-là. Et notamment, quelque chose qui est toujours d'actualité, mais enfin peut-être moins autrement maintenant, c'est ce qu'on appelle l'impénitence finale. Vous avez retenu mon pénitence, hein. C'est-à-dire que c'est un peu trop facile de faire un acte de contrition juste avant de mourir. Ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas passer sa vie à jouir et à la fin faire ce qu'il faut pour, évidemment, avoir le bonheur éternel. Il n'en est pas question. Alors,
quand même pas tout de suite, à peu près 60, 70, 80 ans après, il y a un moine, son pseudonyme, mais il y a des pseudos déjà à ce moment-là. Bon. C'est pas rien les pseudos. Hein. Il y a un pseudonyme, je ne sais plus le nom du moine en question, c'est un moine de Séville, Tirso de Molina, qui va écrire une pièce de théâtre. Il Burlador de Séville, c'est le Burlador, le trompeur, je ne sais pas comment. Le but, c'est ça, c'est de montrer que, eh ben, il n'y a pas d'impénitence finale. Voilà. On ne peut pas passer sa vie comme ça. Bon, alors, et donc, il y a un Don Juan là, qui s'appelle, c'est un nom, c'est en espagnol. Hein. Bon. Et puis après, bon, il va y avoir tout ça, ça passe les Pyrénées, évidemment. Hein. Ça arrive, puis il va y avoir toutes sortes de choses, des ballets vers Molière. Est-ce que Molière a eu connaissance de, je ne sais pas, bon, c'est pas un problème. Mais Molière, le Festin de Pierre, là, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, parce que Mozart, il a... Alors, on est à Prague, je reviens à Prague, je me suis un peu égaré. Là. Je reviens à Prague, là, on lui demande Don Juan. Alors, il a trouvé déjà, dans les années avant, il a fait Così fan tutte avec ça, un librettiste, Da Ponte. Donc, il convoque Da Ponte. On dit aussi qu'il a rencontré Casanova à Prague, je le crois, moi. Pourquoi pas. Et ben Casanova va faire un livret pas mal du tout. Oui, à l'opéra, on a toujours le livret, c'est-à-dire la parole, la musique. Hein. Et il va faire dans cet opéra-là, j'ai envoyé un lien, parce que j'aime bien cet opéra-là, qui a été à Amsterdam en 1974, parce que Don Juan, il me plaît beaucoup, vous savez son nom. Je vous le donne en mille. D'Arcangelo, il s'appelle. L'interprète. Et donc, il va y avoir, et Mozart va faire du personnage de Don Juan quelqu'un de tout à fait élégant. C'est un jouisseur, mais c'est pas un jouisseur comme ça qui détruit. Il ne dit pas non. C'est ça le livret. Je pense qu'ils ont dû parler, il a dû parler ça avec eux. Je suppose. Avec Da Ponte, Mozart et Casanova. J'ai beaucoup lu ça. J'ai beaucoup lu Casanova il y a 10-15 ans, je trouvais que c'est très intéressant. Parce qu'il a écrit ses mémoires, Casanova. On ne comprend pas du tout. Ça aurait dû être perdu, mais c'est incroyable, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme par hasard, ça n'a pas été perdu. C'est passé en contrebande, je ne sais plus dans quel truc, et finalement, il les a retrouvés. Bon. Donc, il y a quelque chose qui est établi. Et Mozart est quelqu'un de tout à fait au point. Et je trouve que cette interprétation-là, Don Juan, il n'est pas du tout à la solde du commandeur. Hein, c'est pas du tout ça dans l'opéra de Mozart. Enfin, pour moi. Et ça l'est d'autant moins pour moi que c'est ça qui, un jour, me tombait sur la figure. Là, comme ça. Le cri de Don Juan. Donc, là, je fais l'histoire à ma façon, bien sûr. D'autant plus que l'histoire, on sait bien que ça n'existe pas. Hein. C'est toujours le même truc. Hein. Mais ce qui intéresse, c'est que chacun arrive un petit peu à faire quelque chose avec des signifiants, comme ça, il arrive à se repérer. Hein. Eh bien, et je vais m'arrêter là ce soir, je dirais que le Don Juan, là, parce que c'est ça un peu où arrive Lacan, la couleur, ce que j'ai dit, la couleur de la voix. Est-ce que ce ne serait pas la même métaphore que celle que Lacan, quand il parle de homme couleur de femme, femme couleur d'homme? Il arrive à ça, Lacan. C'est comme quand il parle aussi. Tout ça, ça regarde la jouissance, hein. C'est pas on regarde des discours, hein, les 4 discours, pas du tout. Hein. C'est pas on regarde du graphe du désir, c'est pas on regarde du stade du miroir, c'est tout à la fin. Hein. C'est comme quand il parle du symptôme il et du symptôme elle, puisque finalement, le symptôme, bah oui, le symptôme, on arrive comme ça à réduire. Puis à la fin, on arrive sur quelque chose qui est irréductible, impossible. Symptôme, on appelle ça, qui est en rapport avec l'inconscient, tout en sachant que l'inconscient, c'est un savoir, finalement. C'est un savoir insu, c'est-à-dire un savoir sans sujet.
c'est pas du tout un truc qu'on va chercher, puis qu'on ramène, et puis qu'on comprend. C'est pas du tout ça, l'émotion. Hein. Alors, voilà, on est avec ça. Et c'est ça que j'ai trouvé il y a combien de temps? Il y a à peu près un an, là, je cherchais, je pense, un peu ça. Là, j'avais quitté différents petits groupes institutionnels, là, depuis que je chantais. Là. Et j'ai entendu quelque chose comme ça dans la façon dont Patrick Vallas avait pu transmettre quelque chose de l'enseignement de Lacan, par rapport à la jouissance. Ça me semble tout à fait important. C'est comme ça que je me suis articulé au groupe, la Fondation de la psychanalyse, et je crois que c'est comme ça que... C'est pour ça que je suis là ce soir, c'est comme ça qu'on est là ce soir, hein, ensemble. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'ai fait un petit peu comme ça, j'ai brossé un petit peu comme ça, un tableau rapide, là, un prologue comme ça, pour essayer d'avancer un peu plus sur cette question du réel, bien sûr. Du réel qui est en jeu dans les arias d'opéra. On chante un aria d'opéra. Alors, il y a surtout les voix aiguës, hein. C'est énorme. On sait à peu près qu'on va pouvoir sortir le contre. Parce qu'il y a une espèce de truc. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une danse qui fonctionne dans la bouche. Voilà. Je ne sais pas si je le ferai, parce que c'est un peu osé. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai du rapport entre le football et puis l'opéra. Parce que j'ai connu ça. Même. Il y a une balle. Il y a une balle dans la bouche quand on chante de l'opéra. Et peut-être que c'est quand la balle ne marche plus que ça arrive de plus en plus. On fait des nodules. Les nodules, bah oui, c'est des nœuds. Ah, bah oui, il n'y a pas de nœud. Oui, d'accord. Dans le corps. Il n'y a pas de nœud dans la nature. C'est pas rien, cette affaire. Hein. Bon. Enfin, c'est quand même curieux, cette affaire-là. Bon. Donc, je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci.